Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes aujourd'hui sur une commune qui est magnifique. Pour les personnes qui connaissent, sur la coulée d'herbe de Possé-sur-Cisse. Bonjour Maxime Mathieu, tu es présent aujourd'hui sur notre plateau, on va dire, arboré et naturel, suite à ton invitation à la Forêt des Livres de Loches. Tu es aussi écrivain, et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Tu as écrit un ouvrage qui s'appelle L'écocratie, vers une guerre totale pour le vivant. Bien, merci Rudy. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Puis ravi d'être ici, ravi d'être au milieu des arbres et au milieu de la nature. Et puis bientôt d'aller dédicacer mon premier livre, donc Écocratie. Ce sera le 31 août à donc la Forêt des Livres à Chanceau-près-Loches. Voilà. Alors on va attaquer dans le vif du sujet de suite. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce type d'ouvrage, L'écocratie ? Eh bien, c'est plus global. En fait, je réfléchissais au monde dans lequel on est et au fait qu'à mon avis, on est face à une triple crise là. D'abord, une crise économique, la montée du chômage, la baisse du pouvoir d'achat, la montée des inégalités. Une crise sociale, une crise environnementale. Là, on en parle beaucoup dans le livre, hein, mais le réchauffement climatique, la pollution de l'air, voilà. Et puis une crise politique. On a là une classe politique avec le sentiment qu'on n'est plus tellement représenté par la classe politique actuelle. On a une montée des tensions politiques, on a une montée des révoltes populaires aussi, de nouveaux types d'engagement. Et donc je me suis dit, voilà, il y a plein de crises. On arrive au bout d'un système. Le système, on va dire, qui est né dans les années 80, néolibéral, et qui a transformé vraiment la société avec une avancée de la mondialisation. Et c'est de se dire, on arrive au bout de ce système, mais quel sera le système dans lequel on va ? On a tous le sentiment qu'on arrive à la fin, qu'on est usé par le système actuel, mais on n'a pas la vision de ce qui arrivera après. Et donc là, le livre, c'était assez humblement d'ouvrir des pistes de réflexion et de se dire, à quoi ça pourrait ressembler ou à quoi est-ce qu'on peut réfléchir pour le futur. Vous parlez d'un contre-modèle rétrograde. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là et en quoi votre ouvrage Écocratie s'en distingue ? Eh bien, en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'écologie est un sujet global. Qu'est-ce que c'est l'écologie de base ? Ça vient du grec. Hein. L'éco, c'est le foyer en grec. C'est la terre, c'est notre espace dans lequel on vit. Et le logos, c'est le discours qu'on a sur quelque chose, c'est la science de quelque chose. Donc, l'écologie de base, c'est la science du vivant, la science eh bien de notre terre. Donc, c'est un sujet scientifique. Et aujourd'hui, on a en France le sentiment que l'écologie devrait être politiquement un parti politique ou d'une tendance politique particulière, alors qu'en vérité, il me semble que c'est des problématiques globales dans lesquelles eh bien, l'ensemble du spectre politique a la nécessité de réfléchir et de s'impliquer et de proposer des choses. Et donc moi, l'envie que j'ai de porter, c'est de se dire que justement, face à un contre-modèle qui pourrait être rétrograde, en se disant que du fait du réchauffement climatique, du fait des problématiques écologiques, eh bien, on doit décroître, eh bien, on doit s'empêcher de faire un certain nombre de choses, eh bien, on doit mettre en place des ZFE pour faire en sorte que les gens ne rentrent plus avec des voitures qui polluent dans les villes, eh bien, il faut arrêter on s'en fout du pouvoir d'achat des agriculteurs et il faut empêcher les agriculteurs de produire. Eh bien, tout ça, c'est cette écologie qui, à mon avis, n'est pas l'écologie qu'on doit défendre, et c'est au contraire de se dire comment est-ce que l'écologie peut être une opportunité. Et comment l'écologie est l'opportunité pour nous, en France, de construire un autre modèle qui est créateur de richesse, qui est un modèle sur lequel eh bien, nos territoires sont revalorisés autrement, dans lequel on crée de l'emploi, dans lequel on consomme mieux, dans lequel on se déplace mieux, et dans lequel on vit mieux, dans lequel on a envie aussi de faire des enfants et d'élever notre famille dans un monde entre guillemets meilleur. Comment imaginez-vous un avenir désirable qui attire autant et qui protège la planète ? Vous évoquiez à certaines contradictions dans votre ouvrage que pour pouvoir se développer, il faut consommer, polluer en quelque sorte, et que si on respecte certains propos d'écologistes écolos purs et durs, c'est complètement l'inverse. Il faut réfréner, limiter beaucoup de choses. Dans votre ouvrage, j'ai pas lu vraiment le juste équilibre ou comment trouver la solution. On va pouvoir dire que en le lisant, il y a certains choix, certaines propositions que vous faites sont vraiment extrémistes et vraiment très dures, et puis d'autres qu'on trouve complètement molles et pas assez engagées. Comment cela se fait ? Eh bien,
à chacun de trouver sa voie. Entre guillemets, on a tous un rapport, une histoire différente. L'objectif, c'est pas de dire aux gens quoi faire, c'est de se dire par contre que le monde est en train de changer et que nous, dans ce monde, eh bien, on vit autrement, qu'on va consommer autrement et que ma génération, pour le coup, est née avec les problématiques écologiques. C'est-à-dire que, eh bien, depuis que je suis gamin, on parle du réchauffement climatique, on parle des crises écologiques et il y a une espèce de vision catastrophiste de le monde va s'écrouler et c'est terrible et voilà. Et c'est de se dire, au contraire, nous, on va vivre autrement. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que la société de consommation qui est arrivée post-30 glorieuses, dans lequel on a une consommation très linéaire, dans lequel on veut consommer toujours plus et toujours moins cher, eh bien, on arrive peut-être au bout de ce modèle-là et de se dire que nous, eh bien, on va vivre autrement. Donc, ça veut dire travailler autrement, ça veut dire consommer autrement pour être plus en accord avec nos territoires, avec aussi notre besoin de manger mieux, de consommer mieux, et voilà. Et donc, c'est un peu des choix particuliers et à chacun de faire un peu son chemin, mais c'est de se dire, en fait, il y a un triangle qu'on appelle souvent le triangle de l'inaction. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les entreprises, de l'autre, vous avez l'État, et puis de l'autre, vous avez le salarié consommateur. Et en gros, c'est de se dire, face à ces crises globales, chacun se renvoie la faute. Et c'est de se dire, mais en fait, les entreprises disent, c'est parce que l'État n'est pas assez contraignant qu'on n'évolue pas. Les citoyens se disent, bah, nous, on ne consomme pas autrement parce que les entreprises ne nous proposent pas des autres manières de consommer ou d'autres produits à consommer, et parce que l'État ne prend pas suffisamment de choses. Et en fait, c'est à chacun de faire son petit pas et d'avancer. Alors bien sûr, il y a des propositions dans ce livre. C'est moins des propositions concrètes que l'opportunité d'ouvrir des discussions. Et en fait, ce livre a été l'opportunité pour moi de rencontrer plein de monde, des scientifiques, des intellectuels, des grands entrepreneurs, et d'ouvrir la discussion avec eux. Et c'est de se dire quel monde eux ils envisagent et comment est-ce qu'on peut construire ce futur dans lequel on a un bien-être supérieur au bien-être qu'on a actuellement. Je vais me permettre une petite aparté qui n'était pas du tout prévue suite aux propos que tu viens de tenir. Vous pouvez vous rendre compte de la prise de position de l'association NTP Prod régulièrement pour les producteurs locaux, pour les commerces locaux. Et comme tu viens de l'évoquer joliment, c'est au consommateur final de décider si on décide d'acheter des produits de grande distribution, de mauvaise qualité, vous allez pouvoir le retrouver sur le reportage sur un apiculteur ou les éleveurs bovins qu'on a fait, acheter de la viande qui arrive de pays hors Union ou quoi que ce soit. Faut pas se plaindre de cette mauvaise qualité. Certes, elle est pas chère, sauf qu'on fait pas vivre nos producteurs locaux. Et on oublie cela, c'est que on est tous ensemble, une chaîne, on est unis. Et si on fait le choix de faire travailler chacun de nos producteurs locaux, on régénère une économie et nos producteurs, eux, la majorité essaye d'être dans le plus possible dans le respect de l'écologie, même si c'est très compliqué, les lois et les règles nationales et européennes compliquent énormément les choses et des fois provoquent des injustices entre certains pays. Et c'est vraiment très important cette notion-là. Si le consommateur ne consomme pas les produits, l'industriel il va changer d'état d'esprit, il va chercher à trouver des solutions. Et si je me trompe pas, il y a un petit passage comme ça dans ton ouvrage où tu l'évoques aussi. Économiquement, il y a un concept qui s'appelle le multiplicateur keynésien. C'est un peu obscur, mais en gros, quand on met 1 euro dans l'économie, eh bien, comment cet euro se multiplie dans l'économie? Et en fait, si vous mettez 1 euro dans l'économie, on va dire amboisienne ou du Val d'Amboise, eh bien, si vous le donnez à votre boucher, admettons, et que le boucher achète la viande chez l'agriculteur et que l'agriculteur après va acheter son pain avec l'euro et puis qu'après le boulanger, lui, va acheter chez la pharmacienne ses médicaments, eh bien, en fait, cet euro va être multiplié en termes de richesse pour le territoire par 4, par 5, et voilà. Par contre, à partir du moment où cet euro va acheter des produits qui sont importés, eh bien en fait, il sort de la boucle et il sort du multiplicateur keynésien qui fait que cette richesse en fait est perdue. Et là aujourd'hui, eh bien en fait, il faut se dire que dans nos choix de consommation, eh bien en fait, cet euro qu'on va mettre dans l'économie amboisienne, eh bien peut-être qu'il va nous revenir parce que c'est grâce à ça qu'aussi eh bien les gens vont pouvoir consommer autour de nous et puis pouvoir vivre. Donc c'est vraiment ces réflexions-là. Après, il faut pas être naïf. Aujourd'hui, on a des grosses problématiques de pouvoir d'achat et c'est de se dire consommer autrement. On peut pas tous consommer de la viande qui coûte cher. On peut pas tous manger bio et manger local. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on fait des choix
progressifs, des choix de consommation un peu différents. Donc parfois, ça amène à consommer moins de viande, à pas en consommer à tous les repas, mais à consommer de la viande de qualité, à pas acheter des vêtements tout le temps, mais à acheter des vêtements de meilleure qualité qui durent plus longtemps. Donc en fait, c'est à réfléchir notre consommation autrement, et à réfléchir aussi notre écosystème dans lequel on vit, pour se dire, eh bien oui, qu'on appartient à un territoire, et que notre objectif, c'est de faire vivre ce territoire et de revaloriser en fait le tissu social. Et à mon avis, c'est l'économie vers laquelle on devrait aller. Et j'espère qu'on ira. Je me permets juste de reprendre, tu cites Amboise, mais c'est vraiment le territoire global de l'Indre-et-Loire, de la Touraine, et pas que. Ton ouvrage s'applique, si on le souhaite, peut s'appliquer sur toute la France et différents sites, voilà. Bien sûr. En fait, le bouquin est parti de plus de mon travail et de ce que je fais dans ma vie professionnelle, où à l'époque, je conseillais les grandes entreprises, je travaillais dans une entreprise de conseil, sur la transition durable. Donc, comment est-ce que les entreprises passent d'un modèle de profitabilité? Les 10 dernières années, l'emploi industriel en région centre a diminué de 20%. Donc, on a une vraie perte d'emploi industriel, et quand on perd un emploi industriel dans le territoire, en fait, c'est tout une économie locale qu'on perd. Et donc là, l'enjeu, c'est de se dire, oui, ce sont les grandes entreprises, mais en fait, ça a un vrai impact sur les territoires et sur l'économie locale de manière plus générale. On revient au système de la pyramide que tu évoquais tout à l'heure, avec le 1 euro dépensé chez le boucher qui va aller racheter à droite à gauche. En gros, et ce qui ressort aussi de ton ouvrage, c'est qu'on a besoin de gros groupes, de gros industriels, qui eux aussi ont besoin du consommateur, et pour que ça soit vertueux, que le cercle, là on parle de triangle, mais après on parle d'un cercle vertueux, que eux évoluent dans leur mode de production et de travail pour pouvoir satisfaire les besoins locaux en fonction des territoires implantés, et que le consommateur au final s'y retrouve. Et qui puissent donc relocaliser en fait les chaînes de production. Et c'est de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est présent en France dans un certain nombre d'industries qui sont en décroissance, ce qui est à peu près évident pour des industries qui se globalisent. Typiquement l'industrie automobile, on l'a vécu sur notre territoire. On a un départ de certains grands groupes et d'une chaîne d'approvisionnement à l'international. À l'inverse, on a une relocalisation et une réindustrialisation de certains secteurs. Rien que le nucléaire, par exemple. Donc là, un enjeu pour le coup vraiment environnemental et vraiment durable. Il est estimé que sur les 10 prochaines années, il y aura 100 000 emplois nucléaires qui seront créés grâce à la filière du nucléaire. Donc en fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour la souveraineté, notre souveraineté énergétique. C'est une opportunité pour l'emploi, de se dire qu'on va recréer de l'emploi dans nos territoires. Donc là, le nucléaire, on parle de Chinon, mais de manière plus générale, l'énergie et la production d'énergie, eh bien, c'est un enjeu vraiment territorial et un enjeu local. Et puis, il y a plein d'autres nouveaux secteurs qui vont émerger. Il y a le numérique dont on parle beaucoup, qui va aussi créer de l'emploi. Et donc, c'est de se dire comment est-ce que nous, dans les territoires, eh bien, on bénéficie de ça, et comment est-ce qu'on a les arguments, en fait, pour attirer les entreprises et leur dire, eh bien, que c'est chez nous qu'il faut investir et que c'est chez nous qu'il faut recréer ce tissu industriel. Et dans ton ouvrage, c'est ce que tu essayes d'évoquer et d'orienter les entreprises et les décideurs avec différentes pistes, des fois contradictoires. On peut dire, cela t'évoque le nucléaire écologie pour certains écolos. Excusez-moi, le terme écolo, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Le nucléaire, c'est pas écologique. Faudrait revenir à des systèmes complètement éoliennes et compagnie, le temps que ça aussi produit des nuisances auprès de la faune et la flore locale. Donc c'est compliqué, et c'est ce que tu évoques aussi dans ton ouvrage, de trouver le juste milieu pour pouvoir trouver le juste équilibre, on va dire, le rapport bénéfice, le mauvais et le bien, essayer de trouver le juste milieu. On peut évoquer par exemple la voiture électrique où c'est magnifique, c'est beau, mais par contre à côté on fait des économies, ça pollue pas. Par contre, à côté, pour extraire les voilà, d'ailleurs, il faut ressources, aller chercher des minéraux, du minerai rare, et aller chercher dans des pays dans lesquels, eh bien, les normes sont pas forcément respectées. Et de manière plus générale, en fait, ce que tu évoques, ça me fait penser de manière plus générale au côté plus politique dont on parlait sur les différents partis politiques. Le nucléaire, maintenant, c'est partagé par à peu près tout le spectre politique, et à droite comme à gauche, eh bien, tout le monde dit, voilà, c'est une énergie décarbonée, c'est une énergie accessible, à bas prix, c'est une énergie qu'on maîtrise, et on peut augmenter la production en hiver et la baisser en été. Donc, en fait, c'est une opportunité pour la France, d'avoir une énergie nucléaire, une énergie à bas coût, une énergie décarbonée. Et donc, eh bien, De Gaulle et les gaullistes et la Datar et l'organisation
l'urbanisation et l'aménagement du territoire dans les années 60-70, en fait, ont été visionnaires et ont construit une richesse pour la France qui fait qu'on a une souveraineté énergétique et même qu'on revend de l'énergie à nos voisins. Et c'est de se dire, bien maintenant, comment est-ce qu'on fait pour anticiper le futur et puis faire en sorte bien qu'à l'avenir, on continue à être indépendant, qu'on continue à être souverain. Donc je pense que c'est aussi une bonne illustration de se dire que ce que tu appelles les écolos, en fait, c'est pas que eux, et par exemple à droite aussi, en fait, il y a une vraie histoire avec l'écologie. Le Grenelle de l'environnement, ça a été fait par la droite, la charte de l'environnement, ça a été fait par la droite, le principe de précaution, ça a été fait par la droite, et sur le nucléaire, il y a toujours eu une stabilité à droite et toujours eu une défense en fait du nucléaire à droite, et c'est la seule tendance politique, on va dire, qui a toujours défendu et été stable sur sa défense du nucléaire. Donc à mon avis, la droite a une vraie opportunité de défendre aussi l'écologie comme un facteur d'opportunité et de créateur de richesse pour les Français. Voilà. Hormis ta mise en avant de la droite politique, dans ton ouvrage, c'est pas forcément le cas complètement. Ouais. Tu évoques vraiment des solutions partagées avec les différents partis, que ce soit droite, gauche et compagnie. Comme je le rappelle, c'est pas une rubrique politique, hein, c'est vraiment un constat suite à l'ouvrage et ton vécu personnel. Oui, forcément, tu es aussi homme politique. Et nous sommes en dehors des délais, donc le temps ne sera pas décompté pour les prochaines élections municipales qui auront lieu bientôt. Ce temps-là sera pris en compte à partir du mois de septembre, malheureusement, ou heureusement. Il faut se dépêcher pour le montage. Voilà. Donc voilà, je tiens vraiment à le rappeler. Et cet ouvrage, moi, il m'a touché particulièrement, parce que comme je te le disais, qu'on soit... Là, on va revenir sur le côté politique, droite ou gauche, écolo, pas écolo, même moi, je suis écolo à ma manière, comme tout à chacun. On aime notre planète, on aime notre nature, nos animaux, nos petits canards, nos petites poules et compagnie. Ça m'a touché, il y a vraiment des actions qui sont proposées, des réflexions dans ton ouvrage, et je me suis dit, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Et je pense que, comme tu dis, on a chacun notre histoire, hein, avec l'écologie, avec la nature, voilà. Bon, moi, je viens d'ici. Ma famille est plutôt vers Château-Lavalière, enfin voilà, le nord du département. Et donc des deux côtés, ils sont agriculteurs. Enfin, j'ai grandi à la ferme. Voilà, j'ai vraiment eu une enfance dans la ferme et dans l'agriculture. Et pour autant, après, quand je me suis confronté, on va dire, au monde du travail, et ce que aujourd'hui on nous promet comme les travails de cadre dynamique, on va dire, donc plutôt dans l'atmosphère froide des tours parisiennes et autres, eh bien, je me suis dit qu'en fait, je me déconnectais vraiment de ce qui était en fait l'origine et dans lequel moi j'avais grandi et ce qui me plaisait en fait dans mon rapport à la nature. Donc, on a chacun notre rapport à la nature, mais aussi dans la manière de porter l'écologie là politiquement, ou en tout cas les discours qu'on a sur l'écologie, je m'y reconnaissais pas vraiment. En tout cas, ça me parlait pas sur mon histoire moi personnelle vis-à-vis de la nature et de mon rapport à la nature. Et là, je trouve que les débats qu'on a actuellement sur la loi du plomb, on est en train de en fait opposer deux populations qui sont totalement attachées à la nature. Enfin, d'un côté, on a les agriculteurs qui, eux, vivent de l'exploitation de la nature et du fait que la nature produise la richesse agricole et la richesse primaire qui nous permet de manger et d'avoir une nourriture de qualité, et la nourriture la plus qualitative d'Europe, hein, en France. Et de l'autre, les écologistes qui, eux, sont anti-loi du plomb et qui, là, disent que les agriculteurs, au contraire, polluent et sont responsables de la mauvaise santé des gens. Et voilà. Donc, en fait, on est en train d'opposer deux populations qui se disent chacun, en fait, on a notre manière de défendre la nature. Et c'est de se dire, en fait, là-dedans, comment est-ce qu'en fait on sort de ça, et comment est-ce qu'on arrête de dire c'est d'un côté les écolos qui sont déconnectés, de l'autre les agriculteurs qui polluent. Bien, typiquement sur le modèle agricole, c'est de se dire il faut sortir de cette opposition un peu stérile, mais au contraire changer en fait le modèle agricole. C'est-à-dire qu'on peut pas interdire les je vais dire les pesticides, parce que le mot est un peu compliqué, si on protège pas nos marchés. Et c'est de se dire, la première chose, c'est d'établir des barrières douanières et d'empêcher qu'on importe en fait des produits qui sont eux traités par des pesticides dans le reste de l'Europe. Et c'est de se dire qu'en fait on pourra interdire les pesticides en France une fois qu'on aura fait en sorte de protéger nos marchés et de faire en sorte que nos agriculteurs ne soient pas concurrencés par des productions qui viennent d'ailleurs. Donc il faut commencer par amorcer le changement, par protéger notre marché, et ensuite on pourra réconcilier d'un côté les écologistes et de l'autre les agriculteurs. Voilà. Et ton ouvrage, là tu prends l'exemple des écologistes et les agriculteurs, mais ça s'applique aussi
aux industriels, aux artisans et toutes les différentes strates de la société, avec le rapport qu'on peut avoir avec, alors, j'aime pas le terme écologie, parce que pour moi c'est pas de l'écologie, c'est du respect de la planète, le respect du vivant. Je suis désolé, mais pour moi c'est important à le dire. Et tout ça, c'est vraiment applicable pour les différentes strates. Tu évoques bien entendu le parti politique et les faits politiques. Malheureusement ou heureusement, c'est nos leaders, les personnes qu'on élit, qui font changer, évoluer les lois. Nous, en tant que simples consommateurs, en bas, nos seules forces de faire changer les choses, c'est par notre consommation, notre mode de consommation, qui certes a un choix dans une société où c'est compliqué, où nos finances sont limitées aussi. Après, comme tu as évoqué tout à l'heure, faut faire des choix et des transitions, et peut-être aussi s'inspirer d'ouvrages et d'auteurs comme toi, parce que tu n'es pas le seul à avoir écrit ce type d'ouvrage. Vous pourrez voir dans des précédentes interviews d'auteurs des prises à partie aussi importantes. Voilà, et je vous invite à regarder nos archives. En fait, je pense que de manière plus globale, il y a une vraie réflexion sur l'engagement. Comment est-ce qu'on s'engage? Vous vous engagez par l'associatif. On a tous une manière de s'engager, et notre rapport avec l'engagement est en train d'évoluer. On a de moins en moins de gens qui veulent faire de la politique. Ça devient de plus en plus... On se demande pourquoi. Voilà, on a une difficulté de l'engagement politique. Dans les associations, on voit que ça évolue différemment. C'est compliqué d'avoir des gens qui sont investis sur le long terme dans les associations, mais c'est plutôt des investissements, on va dire, plus sporadiques, où les gens veulent s'investir pour des événements particuliers ou pour des choses particulières. Et en fait, c'est de se dire que on a plein de manières de s'investir différemment ou d'être un brin militant dans ce qu'on fait. Eh bien, en fait, c'est dans la manière dont on consomme, dans la manière dont on vote, dans la manière dont on travaille. On fait plein de petits choix dans notre vie, et chacun à notre échelle. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on évolue différemment. Alors bien sûr, on va pas passer de tout l'un à tout l'autre d'un seul coup, mais c'est progressivement qu'on fait des petits gestes et qui amènent à travailler. Et puis c'est aussi, on a un rôle auprès de notre entourage. Et c'est de se dire, bien, quand on a lu, quand on s'est renseigné sur un certain nombre de choses, eh bien, il faut pas être dans un discours moralisateur et de dire aux gens, eh bien, ce que vous faites, c'est mal. Par contre, c'est de dire aux gens, eh bien, ouais, voici les informations que j'ai pu lire ou ce sur quoi j'ai pu m'informer, et je vous en fais part, et voici comment moi j'ai évolué dans ma manière de consommer, dans ma manière de vivre, ou ainsi de suite, du fait de ce que j'ai pu lire et apprendre. Ouais, c'est tout ce qu'on retrouve dans le message que tu as voulu écrire dans Écocratie. Vraiment qui est assez poignant. Alors c'est pas un roman à la Jules Verne où on va découvrir une montagne cachée ou quoi que ce soit, mais des pistes, des réflexions de comment évoluer. Et j'ai trouvé ça important pour nous au niveau de l'association LTP Prod et de la Web TV de mettre en avant et de mettre en avant cet ouvrage-là. C'est vraiment des pistes pour la vieille génération. Je me considère plus dans la vieille génération maintenant que la jeune qui est derrière la caméra, et toi vous êtes beaucoup plus jeune. Vous avez votre point de vue, votre regard sur la chose, et c'est très très important de la respecter et de s'ouvrir au dialogue. Et c'est ce que tu essayes de faire dans ton ouvrage. Une image qui me touche particulièrement, c'est ta couverture. Parce que tu parles écologie, t'as une grenade avec une feuille dessus. C'est assez brutal comme message. Pourquoi cette image? Pourquoi cette réflexion? Peut-être pour inciter le lecteur à réfléchir autrement, à ouvrir son esprit, ne peut-être pas rester sur ses acquis. Ouais. Alors, de base, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il venait d'avoir l'invasion de l'Ukraine. On rentrait dans un pseudo-état de guerre, en tout cas à l'échelle européenne, et on réfléchissait à cet état de guerre et à l'évolution du monde. Et ce qui, en fait, amène à penser l'économie autrement, et le rôle de l'État autrement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un monde mondialisé dans lequel il faut acheter le moins cher possible, et voilà, mais on est dans un monde dans lequel il faut sécuriser ses chaînes d'approvisionnement, il faut être sûr de ne pas être dans la pénurie, dans le déficit, et ainsi de suite, et il faut choisir aussi avec qui on est en mesure avec quel pays on est en mesure de travailler. Et en fait, sur l'écologie,
c'est la même chose. Les grands changements, ils se font malgré tout avec de la volonté politique, avec de la volonté d'hommes et de femmes charismatiques, de leaders d'opinion et de gens qui ont envie de faire changer les choses. Et à mon avis, il y a un besoin d'un retour de l'État, d'un retour de la volonté politique et de l'envie, d'organiser la vie dans laquelle on va vivre. Donc, d'aménager le territoire autrement, d'investir sur les grands chantiers de demain. On a parlé pas mal de l'énergie, mais typiquement les réseaux de transport. Demain, on va se déplacer autrement, et on a un grand chantier sur les transports en France. Comment est-ce qu'on fait de la mobilité bas carbone? Tu as parlé un peu de la voiture, mais par exemple le train, c'est aussi un grand enjeu là pour la France. Et c'est de se dire comment est-ce que on est en mesure de se connecter aux villes rapidement et de vivre bien connecté, tout en le faisant à bas prix et de manière décarbonée. Et pour faire tous ces grands chantiers, en fait, il y a un besoin d'un retour de l'État. Et les grands moments où on a ce retour de l'État, c'est souvent dans les moments de guerre. À ce moment-là, l'État doit se remettre à réorganiser l'économie et à reprendre les rênes vraiment de l'économie. Et je pense que dans une vision, c'est humblement gaulliste, de se dire comment est-ce qu'on a des gens qui se mettent à la tête de l'État et organisent le territoire et notre économie. C'est de se dire l'écologie, c'est peut-être un des sujets sur lequel on doit avoir un retour de l'État et une vraie organisation et une stratégie politique dans ce qu'on fait. Alors, en quelques mots, tu dis qu'on est un peu en guerre par rapport à l'écologie, qu'il est temps de réagir. Et on a évoqué différents sujets, mais bon, comme je dis, ces différentes strates que tu évoques dans ton ouvrage avec des pistes suite à ton expérience professionnelle et non politique. Je tiens de nouveau à le préciser, si on parle quand même beaucoup politique, c'est aussi l'écologie un enjeu politique, malheureusement. Donc j'essaye de contourner la partie politique, tant bien que mal, mais c'est compliqué, j'avoue. Mais voilà, j'invite vraiment les gens à lire ton ouvrage. Il y a des pistes qui sont quand même assez intéressantes, et tu évoques les gaullistes et compagnie, et je pense que le travail que tu as fait ne s'est pas arrêté qu'à un parti pour avoir lu ton ouvrage, et comme tu l'évoquais, tu t'es inspiré de différentes personnes, tu as rencontré différentes personnes, des chercheurs, des professionnels dans différents milieux, des gens lambda comme moi, comme vous, et c'est de cette expérience-là, de ce vécu que tu as eu, où tu as pu rédiger ces quelques lignes. Alors, si je me trompe pas, quasiment 192 pages. Tu as dit 200, mais... Ça va. Mes lectures nocturnes, je crois qu'on a 190 ou 192 si on compte l'interface. Et plus la dédicace que je vais te faire. Voilà. Donc, mais... pour toi, quel est le message à donner aux gens pour donner envie de lire ton ouvrage, vraiment, et peut-être de découvrir autrement Je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est de se dire ceux qui ont potentiellement des a priori sur l'écologie, ou ceux qui se sentent pas forcément représentés par la manière dont on parle d'écologie actuellement dans le discours public, c'est de se dire est-ce que on peut avoir une autre manière d'en parler, ou une autre manière d'envisager les choses, de se dire que au contraire on peut avoir un discours de créateur de richesse, d'opportunités, de talent, de transformation de notre société vers quelque chose de meilleur, et c'est d'essayer de s'adresser à ces personnes-là qui, comme tu dis, sont peut-être pas familiers de ces questions-là. Et si j'aurais réussi à faire changer quelques personnes, ou à avoir des personnes qui ont une vision autre de l'écologie, j'aurais un peu réussi quelque chose. Et puis surtout, ce livre, c'est l'opportunité de rencontrer, de susciter le débat, et surtout d'avoir des gens qui après peuvent me contacter, dont on peut discuter, avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, sur tous ces sujets, c'est quand même des sujets nouveaux sur lesquels il faut avoir beaucoup d'humilité, et se dire que peut-être on pense avoir raison maintenant, mais peut-être que l'avenir nous dira que c'est autrement, et donc il faut aussi tester des choses et réfléchir. Oui, tu nous l'as évoqué tout à l'heure, où ton écriture a évolué au cours de l'année où tu l'as fait, en fonction des événements nationaux, tes activités aussi personnelles et ton ressenti personnel du moment, et ton expérience que tu as acquis en cours de route. Ouais. C'est un sujet qui
Parfois, on va en parler dans l'actualité, ça va être au cœur de l'actualité, et puis parfois, ça va passer sous les radars pendant quelques mois. Et puis, il va y avoir des grands changements, typiquement l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En fait, ça a complètement changé la manière de réfléchir à l'écologie en Europe. On était sur une Union européenne qui était en train de créer la première zone décarbonée à l'échelle européenne, en train de favoriser une économie voilà, plus durable et encourager les entreprises vers plus de vertu. Et l'arrivée de Trump a conduit à une forme de dérégulation ou de manière de faire autre en Europe, qui, à mon avis, va pas dans le bon sens de l'histoire. En Europe, on a raté le grand passage au numérique. On n'a pas de grands leaders numériques, on n'a pas les Microsoft, les Apple, les Facebook et ainsi de suite. Par contre, on a des grands leaders de l'environnement. Et en France, on a des grands leaders de l'environnement. On a les Veolia, on a les Suez, on a les EDF, on a les Alstom, on a les Schneider Electric. En fait, le CAC 40 français est un CAC 40 très durable et un CAC 40 de grandes entreprises qui font de leur richesse les problématiques environnementales. Et donc, en fait, tout ce qu'on va favoriser et toutes les entreprises et tous les grands changements environnementaux qu'on va favoriser, en fait, ça va favoriser les entreprises françaises et donc ça va créer de la richesse. Et donc, on a plutôt tendance à se dire, eh bien, il faut prendre le pas différent des États-Unis et de se dire que nous, en Europe, eh bien, on va créer une zone dans laquelle eh bien, l'environnement fait partie aussi de la richesse économique de notre continent. Alors, j'étais un peu taquin, si tu parles des GAFA et compagnie, des gros leaders, du numérique. Le numérique est source de pollution invisible. Quand je dis pollution, c'est les data centers qui sont très consommateurs en énergie, en eau aussi pour refroidir tout ça. Dans ton ouvrage, il y a des propositions qui sont faites, et il y a aussi des industriels qui proposent aussi des solutions. Pour toi, c'est vraiment le travail, comme tu viens de l'évoquer, en commun de la sphère professionnelle et entre guillemets leader, entreprise, politique, qui va permettre de faire évoluer, et aussi la base des gens, monsieur et madame tout le monde, qu'on croise dans la rue. Ouais. Oui, donc tu parles du numérique. Je pense que de manière plus générale, en fait, il y a une vraie réflexion sur est-ce que on va vers un monde de la décroissance, dans un monde dans lequel on va continuer à fonctionner de la même manière, mais faire moins en fait. Ou est-ce que la technologie va aussi permettre de faire autrement? Et est-ce qu'il y a des solutions en fait qui sont permises par la technologie? Et est-ce qu'il y a une forme de techno-solutionnisme, on va dire, grâce aux grandes révolutions technologiques? Je pense que là, on a la rupture de quelque chose de majeur avec l'intelligence artificielle. C'est peut-être du niveau de ce qu'on a connu avec Internet et autres. On est voilà une rupture dans l'humanité, on va dire. Et est-ce que ça va permettre de résoudre des grandes crises globales? Certainement, dans le secteur de la santé, il y a déjà des avancées qui sont extraordinaires grâce à l'intelligence artificielle. Dans l'écologie, eh bien typiquement la captation du carbone, les smart cities, enfin il y a plein de choses qui sont en train de se faire et qui sont certainement des opportunités pour faire un peu autrement et pour faire les choses plus intelligemment. Mais à mon avis, la frontière, enfin la solution est un peu entre tout ça, et de se dire que eh bien oui, la technologie va nous permettre de faire un certain nombre de prouesses et un certain nombre de choses. En même temps, la technologie est créatrice, comme tu le dis, de pollution et de nouvelles formes de pollution, et donc il faut le faire intelligemment. Il faut mutualiser les choses, il faut partager un maximum l'effort, et puis il faut aussi réfléchir, voilà, peut-être pas de la décroissance, mais en tout cas à une manière voilà, de croître autrement. Alors tu parles de croître, moi je parlerai de prospérité au niveau des entreprises, et dans ton ouvrage on peut évoquer de la prospérité partagée, on revient aussi toujours au système de la pyramide que tu as évoqué tout à l'heure. Comment on peut vraiment en découler d'une protection renforcée de la planète autour de cela? C'est le sujet principal de ton ouvrage. Ce dont on parlait dans les années 80, avec le néolibéralisme, il y a eu une évolution et une financiarisation de l'économie qui a fait que les grandes entreprises se sont mis à travailler autrement et à voir leurs employés aussi autrement, et notre rapport au travail a vraiment évolué. Et là maintenant, avec le télétravail, c'est encore pire. Ce qui veut dire que c'est fini, pour les gens qui travaillent dans mes secteurs en tout cas, de faire carrière pendant 30-40 ans dans la même entreprise, d'avoir cet attachement, voilà, quand des gens travaillaient chez Michelin, quand des gens travaillaient chez Renault, ils ne voyaient pas faire leur vie ailleurs et travailler ailleurs. Et puis c'était une fierté de travailler chez Michelin, je voilà, pense. Et il y avait toutes sortes d'avantages à travailler chez Michelin aussi, et puis on était au cœur du Puy-de-Dôme, voilà. Et pas que, on avait une unité en Touraine, Michelin. Ouais.
Et en fait, cet attachement-là à l'entreprise n'existe plus, y compris sur les fleurons industriels français. On n'a plus cet attachement parce que le monde a évolué autrement. Mais en fait, c'est du gâchis à la fois pour les employés et à la fois pour les entreprises, parce que pour les entreprises, ça coûte extrêmement cher. Les coûts de formation, les coûts de recrutement, enfin voilà, dès qu'on perd un employé, on perd de la valeur et on perd de la connaissance. Et pour les employés, c'est pas très non plus séduisant de devoir changer d'entreprise tous les deux ou 3 ans, et puis de se refaire voilà un cercle et ainsi de suite. Et dans tout ça, c'est de réfléchir comment est-ce que maintenant les entreprises vont créer un autre système et d'autres rapports qui vont faire qu'on va développer un attachement à notre entreprise autrement, parce qu'elle fait du bien aussi. Elle fait du bien au consommateur final, elle fait du bien à la planète, elle fait du bien à plein de choses qui font qu'au-delà de l'aspect financier, eh bien l'entreprise a un vrai sens et a une vraie utilité sociale. Et donc, je pense que quand on se sent faire partie d'un projet plus global et quand on se sent un peu, eh bien, militant dans son entreprise et voilà, eh ben, on a un attachement quand on a une entreprise qui est en train de transitionner. Si on prend l'exemple de Danone, par exemple, Danone est une entreprise qui a été la première à avoir une raison d'être, qui est de nourrir le monde avec une nourriture saine, durable. Danone a fait évoluer son mode de gouvernance pour pouvoir intégrer la protection de la planète, la nourriture en bonne santé et ainsi de suite, et pour pouvoir revaloriser aussi la manière dont les employés sont intégrés et bénéficient aussi de la participation dans les entreprises. Parce qu'à la fin, il y a quand même quelque chose de financier, c'est-à-dire que dans son entreprise, il faut gagner sa vie, il faut bien gagner sa vie si possible. Tout à l'heure, on parlait du gaullisme. L'un des grands sujets de Gaulle, c'était ni le communisme, ni le capitalisme à outrance, et c'était la participation des entreprises. Donc, comment est-ce que on est tous actionnaires de notre entreprise et comment est-ce que on fait en sorte, eh bien, de gagner notre vie quand l'entreprise gagne bien et est profitable. Et là, maintenant, avec ces sujets-là, eh bien, il y a de se dire comment est-ce que nous, on participe au modèle d'affaires de notre entreprise pour le transformer, mais aussi comment est-ce qu'on est acteur et comment est-ce qu'on gagne quand l'entreprise se transforme et comment est-ce qu'on gagne plus si l'entreprise gagne mieux et de retrouver cette forme de participation au sein de l'entreprise qui me semble essentielle pour retrouver l'attachement et pas se dire que, eh bien, en fait, on fait juste 2 ou 3 ans dans cette entreprise avant de trouver mieux ailleurs. Et on revient au triangle du consommateur avec le cercle vertueux qu'on évoquait tout à l'heure. Alors tu as repris il y a quelques minutes le terme de consommateur que j'ai induit volontairement dans la conversation. Dans ton ouvrage, tu parles plutôt de citoyen. Pour toi, quel est le rôle du citoyen dans la transition écologique et quel levier concret existe-t-il pour leur redonner le pouvoir de décision? Bon, en tant que citoyen, on a un grand choix, c'est le choix du vote. Hein. Ça reste malgré tout la principale manière d'engagement citoyen. Donc, dans la manière dont on vote, naturellement, on influence le politique, mais on voit plein de nouvelles manières d'émerger, de participer, qui sont en train d'émerger. Là, la loi du plomb, typiquement, il y a eu 2 millions de signatures, et donc en fait, les gens sont prêts à s'engager sur des sujets particuliers, et on peut réoxygéner, si je puis dire, la démocratie en mettant en place de nouvelles formes de participation. À mon avis, c'est l'enjeu là de se dire sur ces sujets-là, eh bien comment est-ce qu'on recrée des formes de participation qui sont différentes. Eh bien, à l'échelle locale, c'est typiquement de se dire est-ce que, eh bien, il y a des référendums locaux qui peuvent être organisés sur des questions particulières. Est-ce qu'il y a de nouveaux cercles qui peuvent émerger. Là, on a parlé de beaucoup de sujets qui sont quand même très techniques. En fait, pour changer, typiquement pour la biodiversité par exemple, il faut avoir une expertise particulière pour être en mesure d'évaluer la biodiversité, il faut une connaissance, et voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut travailler avec des scientifiques, avec des experts, et voilà. Et donc le rôle citoyen, c'est d'être au cœur en fait d'un écosystème dans lequel on s'informe, avec des pistes de qualité, et voilà, et dans lequel on s'investit pour ceux vers quoi on croit vraiment. Et je crois beaucoup dans le fait de se dire on a tous notre rôle à jouer et dans notre quotidien en fait, eh bien on a un rôle citoyen un peu partout dans les conversations qu'on a, dans les gens qu'on rencontre, et voilà, et de se dire on est acteur de ça et que le changement, je pense,
passera aussi par le territoire et passera aussi d'en bas. Et c'est les bonnes initiatives aussi à l'échelle des territoires qui feront qu'elles seront reprises à l'échelle nationale et qu'elles se dupliqueront. Donc on a une nécessité aussi de réfléchir et d'inventer les modèles dans lesquels on a envie de travailler demain. Alors, un dernier mot pour nos viewers, je pense que la séquence va être assez longue, parce qu'on a eu beaucoup de choses à dire, pour leur donner envie de découvrir ton ouvrage et puis aussi de venir te voir à la Forêt des Livres. Eh bien, à la Forêt des Livres, déjà, il n'y aura pas que moi. Il y aura plein d'auteurs formidables et c'est vraiment un honneur et une chance d'y aller. Il y aura Sylvain Tesson, il y aura Boris Cyrulnik, il y aura même des personnalités type Harry Roselmack et autres. Donc, ce sera au-delà de ça un événement sympa et donc j'espère qu'on passera du bon temps ensemble. Mais surtout, oui, d'avoir envie de... Je sais pas si c'est apprendre des choses, mais en tout cas d'avoir peut-être une autre vision qui est pas celle qui est nécessairement la plus commune sur ces sujets-là. Donc quelque chose un peu à contre-courant sur ces sujets-là. Donc, j'espère donner envie de ça. Comme tu dis, quelque chose d'assez personnel aussi, parce que dedans j'ai mis un peu de moi quand même, de mon histoire personnelle, de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu rencontrer, et voilà. Donc ça reste quelque chose aussi basé sur mon expérience à moi, et donc j'ai pas de prétention à donner des leçons ou voilà, c'est ce que moi je ressens et ce que moi je pense. Donc aussi ceux qui auront envie de me découvrir et qu'on amorce la conversation ensemble. Alors, cher ami viewer, c'est comme d'habitude le petit mot de la fin. Alors cet ouvrage-là m'a donné envie de m'ouvrir un peu plus au dialogue, à l'écoute, et pas forcément rester sur mes positions, mes acquis. Je pense que il vaut le détour, hormis le côté qui est malheureusement assez politique. Je suis désolé Maxime, mais quand on attaque les sujets un peu écologiques, un peu pointilleux et compagnie, forcément ça revient dans notre société autour de la politique. Mais voilà, il permet vraiment une très belle ouverture vers l'autre, vers la différence de chacun et les différents points de vue qu'on peut avoir et les contradictions qu'on peut construire. Et ça prouve aussi qu'on peut travailler avec des opinions complètement différentes, même complètement extrêmes, et travailler ensemble pour trouver des solutions et mettre des solutions en place. Chers amis viewers, à très bientôt sur TV Touraine. Dans les pages qui murmurent, sous la lumière qui rassure, un voyage commence toujours. Histoire de lire, un secret à ouvrir, des mots qui dansent, des rêves à saisir. Histoire de